Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bonjour, ici votre animateur Ruben Antoine et bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast L'Investisseur transformé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'or, le métal précieux que l'on connaît très bien dans la bijouterie, mais qui, depuis plus de 6000 ans maintenant, est associé à tout ce qui est beauté, pouvoir, richesse, à la royauté et même aux dieux et déesses quand l'on pense à la religion de différentes anciennes civilisations et même des sociétés actuelles. Mais aujourd'hui, l'or est aussi utilisé comme investissement, comme valeur refuge et aussi comme protecteur de l'inflation. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et plus particulièrement, récemment, l'or a eu un rendement spectaculaire, dépassant le niveau de plus de 3 000 $ l'once. Donc, avec une performance de plus de 25 % depuis le début de l'année, plusieurs investisseurs se demandent s'il faut ajouter de l'or dans leur portefeuille. Et naturellement, la majorité dirait oui, quand on se base sur la montée récente de l'or. Mais de notre côté, il y a un article de la presse qui a attiré mon attention parce qu'il est intitulé « Pourquoi je n'ai pas d'or dans mes placements ?» Et le journaliste qui a rédigé l'article est Nicolas Bérubé et j'ai voulu l'inviter justement sur le podcast pour comprendre son point de vue, mais aussi pour nous aider à clarifier les questions à savoir pourquoi il y a une tendance haussière atteignant maintenant des sommets records dans l'or. Est-ce qu'il faut avoir de l'or dans notre portefeuille? Est-ce que c'est vraiment un bon investissement? Ou du moins, est-ce que l'or, c'est une valeur refuge, comme on dit, et un bouclier contre l'inflation? Pour ceux qui ne connaissent pas notre invité Nicolas Bérubé, comme j'ai dit, il est journaliste et il rédige la rubrique financière chaque semaine, tous les dimanches à la presse, du nom de L'argent et le bonheur. Nicolas est aussi l'auteur de 2 livres qui sont des succès de librairie. L'un est intitulé « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez » et le deuxième porte le titre « De zéro à millionnaire, investir en bourse sans souffrir ». Donc, Nicolas est très connu dans la communauté des finances personnelles ici au Québec et je suis très heureux de l'avoir sur le podcast aujourd'hui pour qu'il nous partage sa perspective sur l'investissement dans l'or. Bonne écoute. Bonjour Nicolas, content de te revoir sur le podcast L'Investisseur transformé. Merci Ruben de m'avoir invité, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, on va parler d'un sujet, je pense, qui est très d'actualité en ce moment. On va aborder le sujet de l'or parce que l'or a atteint des sommets récemment. C'est très populaire, les gens en parlent. Puis, tu as fait des articles là-dessus dans le passé et des entrevues aussi médiatiques là-dessus. Donc, je voulais avoir ta perspective sur tout ce qui entoure investir dans l'or, etc. Mais avant qu'on rentre du côté investissement, Nicolas, j'aimerais juste commencer par une question plus générale. Parce que l'or, c'est vraiment quelque chose qui fascine, hein? Donc, pourquoi, selon toi, ça fascine autant les gens depuis toujours, depuis la nuit des temps? C'est difficile à dire. Je pense que les humains, on est fascinés par les bonnes histoires. Puis l'or, c'est une histoire que tout le monde peut comprendre. C'est une histoire qui est simple. Ce métal qui est rare, qui brille, qui a été utilisé à travers les époques, des fois pour des fins religieuses, des fois pour des fins économiques, des fois pour toutes sortes d'utilisations. Et je pense même quand on est enfant, on voit les trésors, on voit les pirates, on voit l'or. Donc, on a l'impression que c'est une espèce de matériau qui est au-dessus de la mêlée, au-dessus du quotidien, des époques, des drames qui peuvent se jouer. Donc, je pense que c'est très attirant de voir cette espèce de réservoir de valeur qui peut se cacher, qui peut se dissimuler, qui peut être reconnu, qu'on soit en Chine ou qu'on soit en Argentine ou qu'on soit, je sais pas, en Afrique du Sud. L'or change pas, donc il y a une espèce de très, très bonne histoire qui entoure l'or, puis je pense que ça fait en sorte que ça frappe l'imaginaire, que vous ayez 50 ans ou que vous ayez 5 ans, vous comprenez que l'or, c'est quelque chose de précieux. Donc ça vient de là, je pense. Je suis d'accord avec toi, puis tu as mentionné qu'on le voit comme un métal qui est au-dessus, mais je lisais là-dessus pour le podcast, ça l'est un peu, hein, dans le sens que l'or a des propriétés vraiment formidables, des propriétés physiques qui sont uniques par rapport à d'autres métaux. Par exemple, l'or ne rouille pas, ne s'oxyde pas, c'est extrêmement résistant. C'est pour ça que c'est utilisé justement dans plusieurs applications technologiques. C'est pas toxique.
Puis à cause que c'est aussi très facile à travailler, très malléable, ça peut être déformé, reformé. Puis ça a aussi une bonne conductivité électrique. Donc, c'est quand même un métal fascinant non seulement dans l'esprit collectif, mais aussi par rapport à ses propriétés physiques, là. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est pour ça que l'or est utilisé plus que juste pour les bijoux, là. C'est utilisé en électronique, c'est utilisé en toutes sortes de domaines qu'on voit pas nécessairement à l'œil nu, mais ça a des applications là, au-delà de ce dont on parle aujourd'hui. Donc, ça explique aussi que l'or va toujours continuer d'être exploité, utilisé et recherché, là. Exact. Quand on pense par exemple dans la dentisterie, les fameuses dents en or et puis nos iPhones ou tous les gadgets technologiques qu'on utilise, il y a différents métaux. Il y a de l'or justement là-dessus. Je regardais des données. Pour les bijoux, c'est environ 50% de l'utilisation de l'or. Après, il y a la technologie, comme on a dit, qui est un plus petit pourcentage. Mais après, du côté plus financier, c'est là qu'on va. Il y a environ, c'est des données de 2023, là, mais il y a environ 23% de l'or qui est utilisé par rapport aux achats des banques centrales. Un autre 24% qui est du côté plus investissement. Les gens qui achètent de l'or pour fin de spéculation, pour l'ajouter dans leur portefeuille. Justement, quand on regarde du côté financier, il y a un engouement récemment de l'or, comme qu'on en voit de temps en temps dans le passé. Qu'est-ce que tu penses qui suscite cet engouement-là dans les marchés financiers pour l'or? Ben, il y a plusieurs choses. Je pense que avec la baisse des taux d'intérêt, c'est depuis le sommet des dernières années, les gens réalisent que un CPG va être moins payant qu'a pu l'être depuis quelques années. Donc, je pense que les gens sont un peu déçus quand il y a le risque de réinvestissement. Donc là, ils arrivent peut-être au bout de leur CPG puis ils réalisent que c'est moins intéressant que ça a pu l'être il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc, l'or, pourquoi ça intéresse? Ben, je pense aussi que l'histoire suit le prix et non l'inverse. C'est-à-dire que si l'or avait perdu 5, 10, 15% par année depuis 3 ou 4 ans, on ne serait pas à en parler ce matin parce que ça ne serait pas très intéressant. Mais comme le prix monte, ça attire l'attention, puis ça crée une espèce de phénomène où les gens en veulent, où les gens s'intéressent à ça. Les gens qui en ont acheté se sentent validés, les gens qui n'ont pas acheté se sentent dépassés, puis ils ont envie de sauter dans le marché. Donc, c'est le phénomène un peu courant. Quand un actif financier prend de la valeur, ben, ça crée du FOMO, là, Fear of Missing Out. Donc, je pense que c'est un petit peu ça qu'on voit avec l'or aujourd'hui, puis aussi au niveau politique. J'ai pas besoin d'expliquer aux auditeurs ce qui se passe. Ils savent autant que toi et moi. Donc, l'or a cette capacité un peu de rassurer les gens et je pense que c'est très persuasif dans les mois, les années qu'on vit actuellement. Je suis complètement d'accord avec toi, Nicolas. Les gens se font beaucoup influencer par la performance récente. Au moment de l'enregistrement de ce podcast-là, l'or a atteint un sommet de près de 3 000 US. Donc, c'est sûr que ça frappe les esprits. Et il y a aussi, il y a eu dans les dernières années des détaillants comme Walmart, comme Costco qui se sont mis à pouvoir offrir un accès où les gens peuvent acheter de l'or. Il y a maintenant des gratuits de l'Auto-Québec. Et quand on parle du côté financier par rapport à l'accès, maintenant, on peut acheter des FNB qui donnent l'exposition à l'or. Donc, ça rend l'accès beaucoup plus facile. C'est comme un accès qui a été démocratisé. Mais justement, on parle d'FNB, on parle d'achat. Est-ce que, selon toi, l'or a sa place dans un portefeuille d'investissement? Personnellement, je trouve pas qu'il a sa place. Je sais que c'est une opinion qui n'est pas partagée par tout le monde, mais je suis arrivé à cette opinion-là pour différentes raisons. Premièrement, on voit l'or comme une façon sécuritaire de préserver le pouvoir d'achat. Sur une très, très longue période, à très, très long terme, c'est vrai. Et là-dessus, il y a une statistique que je sais que tu connais, qui est ma statistique préférée sur l'or, qui a été calculée par Jeremy Siegel, qui est un professeur américain, un universitaire américain, qui a écrit un livre qui s'appelle Stocks for the Long Run, un livre qui a été mis à jour plusieurs fois depuis sa parution dans les années, je pense, 90, la première fois qu'il a commencé à publier ses livres. Et lui, il s'est intéressé à l'or et aux fameuses propriétés pour contrecarrer l'inflation. Et il a réalisé qu'il y a un peu plus de 200 ans, $1 investi dans l'or en 1801 vaut 127 aujourd'hui. $1 investi dans les actions américaines en 1801 vaut 42 millions de dollars aujourd'hui. Grosse différence. Grosse différence. Alors, on est dans des galaxies complètement différentes. Donc, est-ce que l'or a réussi à préserver le pouvoir d'achat du dollar et même à l'augmenter? Oui. Oui, l'or a réussi à faire ça. Mais les actions ont réussi à faire ça d'une façon complètement plus spectaculaire et plus frappante. Donc ça, c'est un thème qui revient rarement, malheureusement. On a l'impression que l'or nous protège de l'inflation, mais les actions nous protègent de l'inflation aussi. Donc c'est rarement vu comme ça, mais c'est la réalité.
Il y a aussi un deuxième point, c'est que l'or est souvent vu comme un actif qui est moins volatile que la bourse. Parce que la bourse, on le sait, on se lève le matin, on regarde les sites Internet, on fait le tour un peu de nos médias, des réseaux sociaux. On peut voir ce que la bourse a fait hier ou même ce que la bourse a fait dans la dernière demi-heure de façon très facile. Il y a même des gens qui ont des notifications sur leur téléphone. Ils n'ont même pas besoin de faire le geste d'aller voir. Ça apparaît tout de suite durant la journée. Qu'est-ce que le Nasdaq fait? Qu'est-ce que leur placement fait? Qu'est-ce que la bourse fait? Et donc, ça donne l'impression que la bourse est très volatile et très risquée, un peu comme des montagnes russes, puis on ne sait jamais si on va descendre, si on va monter. Mais l'or, c'est aussi une montagne russe. L'or, c'est pas quelque chose, comme je le disais tantôt, une espèce de rocher dans la tempête qui est toujours là pour nous. L'or peut avoir des années, même des décennies très décevantes, comme il peut avoir des années ou des décennies très performantes. L'écart type mensuel annualisé, donc ça, c'est une mesure qui est faite par les statisticiens pour évaluer un peu la volatilité d'un actif. Et de 71 à 2023, l'écart type annualisé du prix de l'or a été de 20 contre 15 pour les actions de l'indice du S&P 500. Ça, c'est selon les chiffres de Morningstar. Donc, si on fait juste regarder ça, on se dit, si vous voulez un placement moins volatile, le S&P 500 est moins volatile que l'or. Alors là, les gens vont peut-être être surpris d'entendre ça, mais encore une fois, c'est parce que le prix de l'or, souvent, il n'est pas affiché directement sur nos téléphones à tous les matins, alors que souvent, le prix des actions l'est. Donc, ça donne un peu cette impression-là. C'est vraiment intéressant ce que tu viens de partager sur la comparaison entre l'écart type, on va dire, la volatilité de l'or par rapport aux actions, parce que quand tu as mentionné la performance de l'or par rapport aux actions depuis 1801, on voit que les actions ont beaucoup mieux fait. Mais c'est comme dire les actions font mieux que les obligations. On sait que les actions à long terme font mieux que les obligations, mais on ajoute quand même des obligations dans notre portefeuille. En général, à long terme, ils sont plus stables, ils réduisent la volatilité du portefeuille. Donc, certains pourraient dire, je vais ajouter de l'or, pas pour mieux faire que les actions, mais parce que ça va être plus stable. Et ce que tu viens de partager montre qu'en fait, l'or a une volatilité, du moins basée sur les données, plus élevée que les actions. J'ai une statistique vraiment similaire avec la tienne, c'est par rapport aux bourses mondiales. Donc, la tienne, c'est sur les bourses américaines. En 1988 et 2019, la volatilité de l'or par rapport à l'écart type était de 15,43% et celle des bourses mondiales de 14,85%. Donc, encore une fois, l'or était juste un petit peu plus volatile quand on regarde toutes les bourses mondiales, l'indice mondial total. Mais l'or a fait sur la même période 3%, alors que les bourses mondiales ont fait 8%. Donc, on s'entend que tant qu'à avoir un petit peu plus de volatilité, on aurait voulu avoir plus de rendement, mais ce n'est pas le cas. On a plus de volatilité pour moins de rendement avec l'or. Donc, ça avait vraiment détruit un peu une croyance populaire que l'or fait mieux que les actions ou, de l'autre côté, réduit la volatilité du portefeuille. Tout à fait. Puis, je pense que tu l'as bien dit, la volatilité avec les actions, ben, historiquement, cette volatilité-là, elle est récompensée. La volatilité avec l'or, elle est beaucoup moins récompensée. Donc, vous avez un rendement de l'or qui est proche de celui des obligations, mais vous n'avez pas la stabilité des obligations. Donc, ce n'est pas la meilleure recette. Ce que je pourrais dire en contrepartie, c'est que souvent, la volatilité de l'or et la volatilité des actions ne sont pas tout à fait corrélés. Donc, si on prend un exemple d'une personne qui a de l'or dans son portefeuille, ben, à un certain moment, cette personne-là peut voir l'or monter alors que les actions baissent et vice-versa. Donc, ça peut avoir un effet psychologique qui est positif pour cette personne-là à différents moments. Cette personne-là peut voir, ah, mais c'est pas corrélé, donc je perds moins que j'aurais perdu si j'avais de l'or. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de prendre un pas de recul, de regarder les choses à plus long terme, puis de voir aussi le coût de renonciation, en fait. En anglais, on appelle le opportunity cost. Aujourd'hui, on peut dire, ah, la personne qui a acheté de l'or dans les années 80, qui le revend aujourd'hui à 3 000 $ l'once, comme tu le mentionnais, cette personne-là a fait un bon profit, oui, mais il faut regarder le coût d'opportunité. Si la personne, elle avait mis le même montant dans un panier d'actions, peut-être que cette personne-là aurait fait 3 ou 4 ou 5 fois son argent aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'est une question, des fois, de bonnes histoires. C'est comme un peu l'immobilier. Je veux dire, on s'entend, la personne qui a acheté un petit duplex sur le plateau en 1981, qui le revend aujourd'hui 2 millions, wow, cette personne-là a fait un rendement incroyable. Mais si la personne avait acheté, encore une fois, le S&P 500 ou même le S&P TSX, peut-être qu'elle aurait fait 4 millions au lieu de 2. Donc, les gens, des fois, ne font pas l'exercice de comparer le coût de renonciation
et ils voient un peu un rendement positif, donc ils se disent que c'était une bonne chose. C'est sûr, dans le grand ordre des choses, comme on le disait, à très long terme, on ne perd pas avec l'or, mais la personne qui a misé beaucoup, beaucoup sur l'or, très concrètement, cette personne-là pourrait arriver à l'âge de la retraite sans avoir assez d'actifs pour prendre sa retraite. Parce que quoi? Parce elle a misé sur un actif qui a eu moins de rendement. Donc, c'est un peu les biais qui nous guettent comme investisseurs. Puis c'est pour ça que souvent, il faut approcher ces sujets-là un peu sans a priori, avec un esprit un peu vierge, puis aller là où la recherche nous pousse, dans le fond, et sans vraiment être influencé par ce qu'on pense, ce qu'on a lu ou ce qu'on a vécu. On le sait, l'immobilier, ça augmente de valeur à long terme, mais ça produit aussi, en général, là, si on fait un bon placement immobilier, un revenu à court terme de façon régulière, qui sont les revenus de loyer. La même chose pour les obligations qui payent un intérêt à son investisseur et les actions qui payent des dividendes. Une autre différence de l'or par rapport à tous ces actifs productifs de revenus, c'est que l'or ne produit aucun revenu passif. Puis on le sait, en plus des augmentations de valeur, des actions, des obligations plus raisonnables et de l'immobilier, le revenu est une grande partie du rendement total, surtout quand il est réinvesti et il fructifie dans le temps. Donc ça explique aussi, quand on parle du coût de renonciation, de penser que le 1 $ qu'on met dans l'or, c'est un 1 $ qu'on ne met pas dans des actifs qui produisent des revenus de façon régulière. Donc, il y a beaucoup de considérations à avoir quand on veut investir par rapport à l'or. Je suis d'accord avec toi. OK, Nicolas, allons-y avec un autre atout qu'on attribue à l'or souvent, que tu as touché un peu plus tôt, c'est que c'est bien beau que ça ne performe pas comme les actions et qu'on pourrait investir dans un autre type d'actif qui serait peut-être plus approprié pour notre portefeuille, mais c'est souvent présenté aussi comme une protection contre l'inflation. Donc, théoriquement, dans une période de forte inflation, l'or devrait nous protéger et devrait augmenter en conséquence aussi. Donc, selon toi, est-ce que l'or est vraiment une bonne protection contre l'inflation? Si on regarde l'inflation à très long terme, comme on en parlait un peu plus tôt, l'or a montré que oui, c'est une protection contre l'inflation à très long terme. On parle de décennies, on parle de même 50 ans, 100 ans. L'or est une protection contre l'inflation. Mais nous, les humains, on ne vit pas dans notre tête avec des périodes de 50 ans ou de 100 ans. On vit avec des périodes de 6 mois, de 1 an, 2 ans. Puis je pense que quand les gens parlent d'inflation, ils parlent de ce que va valoir leur argent dans un mois ou dans 6 mois ou dans un an. Ils pensent à court terme. À court terme, l'or a été très décevant comme protection de l'inflation. Je vais juste prendre un exemple récent dont les gens se souviennent peut-être, c'est en 2022, quand il y a eu la grosse poussée d'inflation qui est, pour beaucoup d'entre nous, la plus grosse poussée d'inflation qu'on a vue de notre vie. Et donc, en 2022, l'or a perdu 17% de sa valeur en 6 mois, alors que les banques centrales étaient en panique et réagissaient pour essayer d'éradiquer l'inflation. Donc, la personne qui a, entre guillemets, fait la bonne chose et a sauté dans l'or au moment où l'inflation décollait, cette personne-là, elle a vu ses placements chuter. Donc, c'est pas quelque chose qui est très rassurant de voir ça. On se dit, ben, OK, je suis supposé avoir fait la bonne chose et puis là, je vois que la valeur diminue. Donc, cette histoire d'inflation-là, je pense que ça vient de la fin des années 70, parce que c'est vrai qu'à la fin des années 70, il y a eu une énorme poussée d'inflation et l'or a très bien fait et les actions ont très mal fait. Donc, pour beaucoup de gens qui sont, par exemple, la génération des baby boomers, ils étaient jeunes, ils ont vu cette leçon-là qui s'est jouée sur plusieurs années. Et là, la leçon s'est imprimée dans leur tête. Wow! OK, quand l'inflation décolle, moi, je veux être dans l'or parce que les actions, c'est pas fiable et l'or me permet justement de garder mon pouvoir d'achat et même de l'augmenter fortement en cas d'inflation. Donc, des fois, on tire des leçons comme ça qui ont été valides à l'époque, mais c'est dangereux des fois de faire un copier-coller et de penser que ça va être le cas à chaque fois que l'or va nous tendre la main au moment où on a besoin de lui. Souvent, c'est comme on dit, on tire les mauvaises leçons de la dernière guerre, puis on essaie d'appliquer ces leçons-là à la prochaine guerre, alors que la réalité sur le terrain a changé. Bon, là, on parle d'un sommet de l'or maintenant en 2025, c'est vrai, mais le dernier gros sommet de l'or, c'était en 2011. Donc, beaucoup de gens ont été marqués par la crise économique de 2008-2009, avec raison. Et là, ça a créé un énorme intérêt pour l'or en 2011. Il y avait des gens même comme John Paulson, qui est un investisseur américain qui a fait des milliards en voyant venir la crise immobilière américaine et puis en se positionnant pour en profiter. Donc, c'est un des rares investisseurs qui a vraiment profité de la crise. Et donc, lui, en 2010-2011, quand les gens mettaient un micro devant lui puis lui disaient « Monsieur Paulson, dans quoi vous investissez actuellement? » Il disait « J'ai investi dans l'or. » Donc là,
ça a été du bonbon pour les investisseurs. Ils se sont dit, waouh, ce gars-là, qui est un des meilleurs investisseurs du monde, veut investir dans l'or et est en train d'investir dans l'or. Donc, c'est la chose à faire. Mais là, encore une fois, c'est pas parce qu'il a eu raison en 2008 qu'il a eu raison en 2011. Et puis, M. Paulson a eu des rendements très, très décevants après ça. Une personne qui a acheté de l'or en 2011, avec $1 d'or, elle a retrouvé son dollar de mémoire en 2023 à peu près. Donc, ça a été vraiment la traversée du désert à un moment où, tu le sais autant que moi, le S&P 500 a complètement décollé, a complètement eu une décennie de fou que personne n'avait prédit. Les gens en 2010-2011 disaient, oh, le S&P 500, attendez-vous pas à grand-chose, vous allez être chanceux si vous allez avoir 3, 4, 5%. Donc, la leçon que ça m'enseigne, c'est que c'est rarement une bonne idée de se lancer dans ce qui a l'air évident, ce qui a l'air sûr, qui a l'air rassurant. Le marché récompense rarement les choses qui ont l'air évidentes et qui ont l'air rassurantes. Si c'était si simple que ça, tout le monde détiendrait les actions de Google ou de Apple et puis on serait tous multimilliardaires aujourd'hui. Donc, les investissements qui sont le plus payants, c'est très rare qu'ils soient très confortables à détenir pendant une longue période. Les actions américaines en 2010-2011, on aurait pu les mettre dans un panier, les déposer au coin de la rue, personne ne les aurait pris. Pourquoi? Parce que les actions américaines venaient de vivre une décennie atroce. Les gens disaient que les États-Unis, c'est une république de bananes, qui sont incapables de rien faire, qui sont juste capables de lancer des guerres, la guerre en Irak, de faire des crises économiques. Donc, c'était un pays qui était vu comme, pour la majorité des gens, comme un pays qui n'est pas très intéressant où investir notre argent. Ça a très mal joué. Et le Canada, juste pour finir avec ça, le Canada en 2010-2011 était un pays qui était vu comme un pays incroyable dans lequel investir parce que le Canada, de 2000 à 2010, au niveau mondial, si on regarde le meilleur rendement de cette décennie-là dans les dizaines et les dizaines de pays qu'on peut suivre dans les économies mondiales, celui qui est arrivé au sommet, c'est le Canada, avec 141% de rendement pour la période 2000 à 2010, alors que les États-Unis ont été négatifs. Donc, si on avait une discussion, un podcast, il n'y avait pas de podcast à ce moment-là, trop, mais si on avait un podcast en 2010, on ne parlerait que des actions canadiennes, comment c'est donc incroyable, comment c'est génial, comment ça a été une immense protection contre la volatilité, contre la folie mondiale. Et ça aurait été la mauvaise leçon à tirer de ça. C'est drôle que tu dis ça parce que moi, j'étais pas dans ce domaine-là à ces moments-là. J'étais trop jeune, mais mon boss, il nous explique toujours cette exacte situation-là. Il travaillait déjà dans le domaine de conseil financier et ses clients lui disaient qu'est-ce que tu fais à garder nos portefeuilles en partie investis dans les États-Unis? Il disait, mais ce pays-là est fini, c'est la fin. En 2000 et 2010, à décennie perdue, il disait, c'est le pire investissement. 10 ans de rendement flat ou négatif. Pourquoi on ne met pas tout notre argent au Canada? Et là, on est 10 autres années plus tard. L'année passée, avec les belles performances du marché américain dans les 2 dernières années et aussi dans la dernière décennie, les gens nous disent maintenant, pourquoi on a de l'argent au Canada? Pourquoi on n'est pas aux États-Unis? Tu vois, c'est comme des cycles. Un peu comme ce qu'on disait pour l'or. Les gens se fient avec la performance récente parce que dans le monde de l'investissement, 10 ans, c'est une décennie, c'est longtemps, mais c'est quand même une partie de notre vie. C'est pas toute notre vie, c'est une performance relativement récente par rapport à tout l'horizon de temps qu'on va être un investisseur. Donc, les gens se fient à ça et ils sentent toujours que c'est là qu'ils doivent mettre toutes leurs billes basées sur le passé, mais ça ne veut pas dire que ça va se répéter dans le prochain 10 ans. D'où le fait d'avoir toujours une diversification et d'être exposé à tous les marchés. Tout à fait. C'est très, très dur à comprendre quand on ouvre notre page d'investissement puis on regarde les différentes lignes puis on regarde comment les actifs ont fait. On a l'impression que l'actif qui a le mieux fait, c'est la Lamborghini, puis l'actif qui a le moins bien fait, c'est la Toyota Corolla. Puis on dit, je vais être dans la Lamborghini, je ne veux pas être dans la Toyota Corolla. C'est un réflexe qui est humain, qui est compréhensible, mais il faut vraiment comprendre que 10 ans plus tard, peut-être la Corolla va devenir la Lamborghini et la Lamborghini va devenir la Corolla, puis on n'aura pas pu le prédire. Comme personne n'a de boule de cristal, c'est mieux d'être investi partout en même temps et d'avoir vraiment nos billes là, un peu partout, puis de saisir la croissance là où elle va se trouver dans l'avenir. Donc, il faut un peu couper notre réflexe d'humain là, de vouloir aller vers ce qui brille le plus pour faire un mauvais jeu de mots.
le concept de l'or qui protège par rapport à l'inflation. Comme tu l'as dit plus tôt, Nicolas, c'est vraiment les années glorieuses de l'or par rapport à cette relation-là. C'est les années 70 et c'est là que ça s'est imprégné dans le mental collectif des gens. Quand on lit justement des articles de finances personnelles par rapport à l'or, ça revient toujours avec ce fameux exemple, les années 70. Mais ce qui est intéressant, les décennies d'avant, les années 1940, 50 et 60, l'or a sous-performé l'inflation. Dans toutes ces décennies-là, l'inflation, par exemple, était de 5% dans les années 40, l'or a fait moins 4%. 2% l'inflation dans les années 50, l'or a fait moins 3%. L'or était négatif et les années 60, l'inflation était de 3%, l'or a fait moins 2%. Donc, la raison pourquoi je mentionne ça, là, c'est que même les gens qui achètent l'or maintenant en se disant à long terme, ça va me protéger pour l'inflation, on le sait, là, on est tous des humains, on est des investisseurs. C'est très rare les gens qui peuvent attendre 30 ans, qui doivent avoir une patience considérable et des fois avoir à subir des rendements négatifs de l'or pendant 30 ans avant de voir la lumière et de voir son utilité, si on peut dire, de se protéger contre l'inflation. Donc, il faut juste garder ça en tête qu'il peut y avoir des longues périodes de sous-performance de l'or par rapport à l'inflation, comme le passé nous a montré. Tout à fait d'accord. C'est vrai pour tous les actifs qui sont un peu la saveur du jour ou qui attirent l'attention. Donc, ça, les gens, je pense, le comprennent mal, cet aspect-là. C'est que si tu fais un pari, tu augmentes énormément le risque de sous-performer. Bon, est-ce que tu veux prendre ce risque-là? Est-ce que tu vas être capable de 1 an, 2 ans, 3 ans, d'aller jouer au golf puis de parler, de voir avec tes amis qui, eux, ils ont acheté telle compagnie ou tel petit fonds et qui a fait 2X, 3X, 4X? Toi, tu traînes ton placement dans l'or qui fait -2, -3 par année. Moi, je pense qu'on a la réponse. Les gens, après 3, 4 ou 5 ans de sous-performance, c'est très, très difficile de garder ça parce qu'on sait qu'il va y avoir d'autres actifs qui vont très bien performer. Donc, de concentrer ses placements, que ce soit dans l'or ou que ce soit dans autre chose, il faut comprendre qu'on fait vraiment augmenter les chances de sous-performance pendant de très longues périodes. Et la recherche nous dit que c'est pas une très, très bonne approche pour avoir des bons rendements à long terme parce que la sous-performance, souvent, on a de la misère à la garder, à l'accepter, à la tolérer. Et souvent, les gens, ils vont juste liquider ça puis ils vont sauter dans autre chose. Malheureusement, souvent, ça va être le moment où leur actif va commencer à monter. C'est un peu une loi de la nature des fois, comme quand on est à la caisse puis on décide de changer le fil et puis tout d'un coup, la file qu'on vient de laisser, là, elle avance à la vitesse d'une... Comme dans le trafic. Ah, ben là, tout d'un coup, ça vient de décoller, mais pourquoi je suis pas resté là? C'est bon. Il y a un peu de ça en investissement aussi, puis je pense qu'il faut le comprendre avant de se lancer plutôt qu'après, là. Oui. J'ai aimé ton exemple de John Paulson juste avant la crise financière qui disait qu'il investissait dans l'or. Il y en a un autre, un très connu gestionnaire de fonds, de hedge fund, de fonds spéculatifs du nom de Ray Dalio. Il gère le plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Associates. La raison pourquoi je le mentionne, c'est que lui, il a créé un concept qui s'appelle le All-Weather Portfolio. En français, le portefeuille toute saison, qui est un portefeuille qui, théoriquement, parce que ça a beaucoup de diversification, devrait performer relativement bien dans toutes les conditions économiques, qu'on ait beaucoup d'inflation, déflation, récession, etc. Et ce portefeuille-là, de toute saison de Ray Dalio, recommande de détenir à peu près 7% dans l'or. Puis en passant, on voit des fois la mention de ce portefeuille dans les blogs parce que c'est devenu encore plus populaire quand le conférencier motivateur très connu, Tony Robbins, il en a parlé dans ses livres aussi. Donc moi, j'étais curieux de savoir ton opinion. Est-ce qu'il y a des mérites à ce type de portefeuille? Ben, je suis allé voir, puis j'ai comparé un portefeuille comme ça à un bon vieux portefeuille, 60% actions canadiennes, américaines, internationales, et puis 40% obligations. Puis, durant la majorité du temps, un portefeuille 60-40, là, un portefeuille équilibré, va battre le portefeuille qui est mis de l'avant par Ray Dalio. Et donc, encore une fois, on se retrouve toujours un peu à défendre le fameux portefeuille équilibré qui a fait ses preuves et qui peut être rééquilibré d'année en année pour profiter des baisses du marché dans différents actifs. Donc, Ray Dalio, le rendement de sa firme depuis 10 ou 15 ans, c'est à peu près 2% par année, là. Donc, c'est une firme qui se fait battre constamment par un simple portefeuille 60-40. Donc, pour revenir à son portefeuille, une personne qui tient absolument à avoir 5% dans l'or ou 7% dans l'or, je lui dirais, écoute, si ça te permet de bien dormir la nuit, si ça te permet d'avoir un comportement idéal avec tes placements, je ne vais pas aller me battre pour te dire de ne pas faire ça. Ouais, des fois, le meilleur portefeuille, c'est le portefeuille que tu peux garder et ne pas paniquer. Même si ce n'est pas le portefeuille le plus optimal, des fois, c'est ça le meilleur portefeuille personnel.
tout à fait d'accord avec toi. Le biais comportemental va être beaucoup plus gros. Il y a beaucoup plus de risques, en fait, de sous-performance dans le comportement de l'investisseur plutôt que dans ses choix de fonds. Est-ce qu'il va prendre un fonds qui a un frais de gestion de 0,6 ou de 0,2? Donc, je pense que si le fait d'avoir un peu d'or dans votre portefeuille, ça vous fait sentir bien, ça vous fait sentir comme si vous êtes à la bonne place, vous faites les bonnes choses, puis vous êtes prêt à ce que cette partie-là peut-être peut ne sous-performer pendant une longue période ou peut-être va surperformer pendant une longue période. Je ne vais pas vraiment critiquer ça plus que ça. Il faut bâtir un portefeuille qu'on est capable de supporter dans les bonnes années, dans les moins bonnes années. Puis moins on change notre allocation, mieux on se porte parce qu'on est moins susceptible de succomber à l'effet de récence, on est moins susceptible de succomber au mode. J'ai pas une immense objection. C'est juste que quand on regarde les chiffres, pour quelqu'un qui est complètement cartésien, les chiffres nous donnent une réponse. Mais peut-être que c'est pas la bonne réponse pour tout le monde nécessairement. Là, on n'est pas des robots finalement. Justement, en regardant les chiffres, des fois, les gens ne prennent pas le temps de regarder sous le capot. Ils lisent un article dans un blog financier qui parle du portefeuille tous ces ans, le All-Weather Portfolio. Ça dit que c'est moins volatile qu'un portefeuille d'actions. Et c'est vrai que sur les 25 dernières années à peu près, la baisse maximale de ce portefeuille-là a été de 20%, alors que quand on regarde par exemple l'indice S&P 500, on regarde la crise financière de 2008, ça a baissé de 50%. Donc à première vue, les gens peuvent se dire « Ah, OK, j'ai de l'or dans ce portefeuille-là, il est moins volatile que les actions, c'est un bon portefeuille, j'ai une tolérance au risque qui est moindre. » Mais quand on regarde vraiment sous le capot, le All-Weather Portfolio, là, ça a aussi 55% en obligations. Donc, ce n'est pas le 7% de l'or qui a expliqué pourquoi ça a moins baissé qu'un portefeuille 100% actions. Ça a peut-être contribué, mais ce n'est pas juste ça. Donc, tant qu'à y être, je pense qu'on l'a dit plus tôt, si on veut avoir un portefeuille plus conservateur, est-ce que c'est l'or la réponse ou c'est juste d'avoir plus d'obligations? Un bon vieux typique 60-40. Donc, c'est juste ça qu'il faut regarder aussi. Puis, il faut aussi se dire qu'il n'y a rien de gratuit. Je pense que Nicolas, tu as déjà mentionné dans un de tes articles qu'en investissement, il n'y a rien de gratuit. Le prix à payer pour s'enrichir à long terme à la bourse, c'est de subir à court terme des variations. Donc, si on veut avoir moins de volatilité, mais ça va aussi faire qu'on va bâtir un moins grand patrimoine financier à long terme. Mais si on veut bâtir un patrimoine financier à long terme, il faut aussi être prêt à aller plus en action, quitte à court terme subir des baisses momentanées. Mais tout à fait. Puis j'aime ton expression, il n'y a rien de gratuit, puis c'est vrai. Il y a des gens souvent qui m'écrivent puis qui me disent « Ah, je crains la bourse, je crains l'été boursière. » Je dis « Parfait, mais quand tu es dans des produits très conservateurs ou très peu risqués, ton risque, c'est de te faire battre par l'inflation, puis ton risque, c'est de devoir diminuer ton train de vie plus tard parce que tu as voulu être trop conservateur avec tes placements. » Donc, les gens ils pensent des fois qu'ils fuient le risque, mais des fois, tu fuis un risque pour un autre. Pour un autre. Il faut choisir son risque. Il faut choisir son risque. La personne qui arrive à 65 ans, qui fait le bilan, puis qui dit « Ben non, je ne peux pas prendre ma retraite. Il faut que je travaille un autre 3 ou 4 ans parce que je n'ai pas accumulé assez ou parce que j'ai tout mis en CPG pendant 30 ans parce que je ne voulais pas la volatilité boursière. » Mais cette personne-là peut devoir travailler un 50 plus, qu'elle ait envie de le faire ou non. Si on a envie de le faire, il n'y a pas de problème, mais cette personne-là pourrait un peu, à contre-cœur, devoir changer ses plans à cause, justement, de cette absence de risque qu'elle a eu dans son portefeuille. Donc ça, c'est un risque aussi. Donc moi, j'ai du plaisir des fois dans mes textes à dire, faites attention, l'inflation, elle ne va pas arrêter parce que vous n'aimez pas la bourse. L'inflation, elle continue, puis elle détruit le pouvoir d'achat du dollar de 3% par année en moyenne depuis les dernières décennies. Et puis donc, si vous ne faites pas 3%, votre dollar va acheter moins d'épicerie là, plus tard. Donc, il faut garder ça en tête aussi. Là. Si on revient à l'or, on l'a dit plus tôt, ça ne génère pas de revenus passifs, c'est moins performant à long terme que les actions, plus volatile que les actions aussi, pas nécessairement une protection continue contre l'inflation. Donc, si je pense aux gens qui ne voient pas l'or comme un investissement, là, mais ils sont plus, si je peux dire, des fervents d'acheter ou de détenir de l'or physique qu'on peut toucher. Mettons, des pièces d'or, des lingots d'or qui veulent entreposer sécuritairement dans le cas d'un cataclysme mondial. Ce dernier argument-là, des gens qui sont un peu plus pessimistes par rapport à l'avenir, du type survivaliste, qui ne vont même pas investir dans les crypto-monnaies parce que dans leur cas, scénario catastrophe, les systèmes s'effondrent. Donc, oubliez ça, les chaînes de blocs puis les systèmes technologiques, mais aussi tous les systèmes financiers et mondiaux s'effondrent. Donc, eux, ils se disent, je veux détenir de l'or physique parce que ça va devenir ma façon d'avoir de la valeur, ça va devenir une monnaie d'échange. Ces gens-là, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à leur argument de détenir de l'or?
Ben, encore une fois, l'effondrement de la société et l'hyperinflation, ça a été vécu dans certains pays autour du monde à travers l'histoire. Comme on pense, par exemple, l'Argentine a eu des périodes d'effondrement, de poussée de l'inflation incroyable. Qu'est-ce que les gens faisaient en Argentine à ce moment-là? Ben, une monnaie d'échange qui a été adoptée par beaucoup de gens, c'est le dollar américain à ce moment-là. Donc, c'était de façon informelle. Les gens avaient des dollars américains chez eux et puis pouvaient acheter des choses avec ça dans une période de crise. Donc, ça, je peux comprendre qu'on veuille avoir de l'argent comptant, peut-être même des devises américaines comme ça à la maison, mais de l'or, si on imagine vraiment un scénario catastrophe, je veux dire, les gens vont accorder quelle valeur à l'or? À la limite, des cannes de thon, ça va peut-être valoir plus. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux faire de l'échange avec moi, je vais te donner 20 cannes de thon. Toi, tu vas pas mal être content d'avoir ça parce que tu vas pouvoir nourrir ta famille aujourd'hui, cet après-midi. Donc, peut-être que l'or, ben, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Dans un cas très extrême, c'est difficile de manger de l'or. C'est vraiment un bon point parce que quand tu penses juste logiquement dans une situation apocalyptique qu'on voit là dans les films, des fois, les zombies ou quoi que ce soit, là, mais vraiment une situation apocalyptique, t'as une pile d'or. Premièrement, il faut le protéger, donc là, tu vas être armé jusqu'aux dents. Puis après, tu peux pas prendre la barre d'or puis juste commencer à la diviser, à moins que t'as aussi, en plus d'un fort pour protéger ton or, t'as une fonderie. C'est pas très pratique dans une situation où tous les systèmes se sont effondrés, là. Non, c'est ça. Puis je pense que la personne qui peut faire du troc, qui a des réserves d'autres choses, peut-être plus utiles à court terme, va peut-être mieux faire. J'ai déjà habité en Californie. Durant 7 ans, j'étais correspondant pour la presse là-bas. Puis mes amis riaient de moi parce que je m'étais fait une petite réserve de fin du monde parce que il y a le risque de tremblement de terre. Donc, je m'étais fait à la maison mon petit kit de survivaliste. J'avais 2 000 à 3 000 en dollars américains. J'avais un peu de canettes, de conserve, des choses comme ça, de l'eau. Mes amis québécois disaient, mais pourquoi tu as ça? Je dis, s'il y a un tremblement de terre, puis les guichets automatiques ne fonctionnent pas pendant quelques jours ou se déplacer, c'est très difficile pendant quelques jours, mais je vais avoir de l'argent comptant, je n'aurai pas besoin d'aller faire la file comme tout le monde. Je comprends ce sentiment-là, je l'ai vécu. Heureusement, il ne s'est rien passé, mais moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment ça qui serait pratique d'avoir? Peut-être pas. Peut-être être plus indépendant. Si tu n'as pas de nourriture, mais tu as de l'or, tu ne seras pas très indépendant. C'est lourd à transporter. Donc, peut-être avoir des bons vieux dollars américains ou des bons vieux dollars canadiens qui peuvent servir de monnaie d'échange en cas de catastrophe. Je pense que ça va garder au moins une partie de sa valeur. Puis l'argent, c'est léger, c'est facile à transporter. Donc, dans une optique où on fait un scénario comme ça, moi, je verrais ça comme une monnaie d'échange un peu plus pratique que me promener avec des lingots, mais des lingots d'or qui vont attirer les voleurs et tout ce que tu as mentionné. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir fait ce tour d'horizon sur l'or avec moi. Comme mot de la fin, la seule chose que j'aimerais quitter les investisseurs avec, parce qu'on parle beaucoup de l'or dans un portefeuille d'investissement, il faut se le dire aussi qu'un portefeuille bien diversifié a une exposition au Canada, dans le marché boursier canadien, je veux dire. Et le Canada, c'est quand même le 4e plus grand producteur d'or au monde, après la Chine, l'Australie et la Russie. Donc, quand on investit dans les actions canadiennes, on a déjà une bonne exposition, quoique indirecte, je comprends, mais c'est quand même une exposition à l'or à travers certaines entreprises minières canadiennes, comme par exemple Barrick Gold, Kinross Gold, Agnico Ingold Mines, etc. Je le sais, là, je comprends que ce n'est pas comme détenir des lingots d'or, mais c'est une exposition à ce métal-là de façon indirecte. Donc, juste garder ça en tête aussi. Nicolas, je ne sais pas si toi, tu as un mot de la fin par rapport à tout ce qu'on vient de discuter. Non, mais c'est intéressant ce que tu as mentionné. Puis c'est vrai que le Canada, on est déjà exposé à l'or. Des fois, on a l'impression qu'il faut rajouter toujours, complexifier notre portefeuille. Mais comme tu l'as mentionné, on est déjà exposé. Moi, je dirais aux gens de faire attention aux billets de récence et puis de se poser la question, là, ils sont intéressés à l'or à 3 000 Est-ce qu'ils vont être intéressés si l'or tombe à 2 000 dans 5 ans? Je ne dis pas que ça va arriver, j'en ai aucune idée. Peut-être que ça va aller à 4 000 avant d'aller à 2 000, mais est-ce qu'ils verraient ça comme un échec s'ils avaient ça dans leur portefeuille ou ils verraient ça comme juste une façon de diversifier le portefeuille pour pas que tout monte en même temps, pour pas que tout tombe en même temps. Donc, il faut se poser cette question-là pour l'or, mais pour les autres types d'actifs aussi. Si vous achetez une action, est-ce que vous êtes correct avec la possibilité que dans 5 ans, ça ait baissé de 50 C'est une question qu'il faut répondre parce que sinon, on ne sera pas prêt en période de crise. On va douter
Notre engouement du départ va peut-être plus être là dans quelques années. Peut-être que le plaisir ou l'effervescence va se dissiper et il faut qu'on ait un plan qui va au-delà de l'effervescence qu'on peut ressentir dans le moment présent. Mais je trouve ça super intéressant que tu aies fait un podcast là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité puis c'est à l'esprit de beaucoup de lecteurs, là. Oui, et je te remercie beaucoup, Nicolas, de m'avoir accompagné dans cette discussion-là autour de l'or. Donc, à tous les auditeurs, auditrices, on se revoit dans le prochain épisode du podcast L'Investisseur transformé. À la prochaine. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.